Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Métro News. C'est la 3e édition de ce journal pour cette semaine. À la une de ce mercredi, le bilan des victimes s'alourdit à Seguin. Selon le maire de la commune, 9 personnes ont été tuées lors de la dernière attaque de bandits. Parallèlement, la PNH annonce avoir repris le contrôle du sous-commissariat de la zone qui avait été la cible des membres du gang Vivre Ensemble. Des organisations de défense des droits humains tirent à la sonnette d'alarme concernant la crise sécuritaire et politique qui ne cesse de s'aggraver. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains POHDH accuse le gouvernement de dérive autoritaire et de manœuvres visant à retarder les élections. Se dirige-t-on vers une prolongation du TPS pour les Haïtiens aux États-Unis ? La Chambre des représentants donne son feu vert à l'examen de projet de loi par 219 voix contre 209, mais plusieurs étapes restent à franchir. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La police nationale a confirmé ce mercredi avoir repris le contrôle total du sous-commissariat de Seguin dans le département du Sud-Est. L'infrastructure avait été la cible d'une violente incursion de gangs armés en début de semaine, entraînant une paralysie des activités dans cette zone. Des unités spécialisées ont été déployées en renfort pour sécuriser le périmètre et rassurer la population civile. Le haut commandement de la police a réitéré sa détermination à déloger les foyers criminels qui tentent de s'installer en dehors de la zone métropolitaine. Parallèlement, le maire de Marigot, René Dano, dresse un bilan officiel de l'attaque sanglante qui a visé la localité de Seguin dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril, confirmant la mort de 9 personnes, tout en saluant l'arrivée de renforts policiers sur les lieux. Un déploiement qu'il juge toutefois trop tardif, déplorant que ses forces n'aient pas été dépêchées plus tôt pour éviter ce massacre. Écoutons le maire de Marigot, René Dano. Gagné effectivement renfort qui arrivait sous Jacmel et puis qui a déployé côté qui a un problème. Donc ça, nous sommes capables d'encourager ça. Nous disons son pas qui est important pour nous dans la commune Marigot, puisque nous te souhaité ça. Et d'accord, d'ici, il y a des dispositions comme ça qui étaient pour en dépiler à l'aide chaud, tabac, et que il y a des bagages qui arrivent là, qui ne sont pas arrivés. Donc, pour nous faire une petite histoire de situation, du côté nous sortis qui mène nous là, donc nous gagnons un groupe civil armé qui est basé sur limite 15 coffres avec Marigot. Groupe civil armé ça yo toujours monté sur une zone qui est le Kajak, au Macari avec ce gain yo vinn prendre bête paysan. Dans le mois de janvier, monsieur ça yo te monté yo touyer n'importe 7 à 8 moun dans zone Kajak. Yo brûlé caille, yo prend toute bête yo joine, yo tourner dans base sur 15 coffres. Ça c'est mois de janvier. Et bien toujours gagner à l'aide qu'a voyé, toujours gagner demande qu'a fait bon côté direction départementale, police, direction générale pour être capable d'empêcher, ça bien pour capable de déloger M. Sayo qui est basé dans le milieu ça. Donc, ils ont fait ça 2 fois déjà, ils ont venu une 2e fois, ils ont ramassé toute bête paysan encore une 2e fois, ils ont tourné sur 15 coffres, avec ils ont arrêté des paysans sur zone Seguin, cassé dans Macari, ils ont pris les paysans, ils ont mené bête aller. Il y a un paysan qui a tué, il y a un retourné, mais il y a un tué. Ils ont fait ça pour une 3e fois. Ça veut dire qu'ils ont toujours persisté. Et nous-mêmes, comme autorité locale, nous toujours informer agents de l'ordre dans le plus haut niveau de l'État pour nous dire que la situation, ça n'est pas comme ça. Il faut qu'on ait qui dit, il faut qu'on ait qui fait. Plusieurs organisations de défense des droits humains de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, ont lancé un cri d'alarme face à la détérioration de la situation sécuritaire et sociale dans le pays, caractérisée par des actes de violence perpétrés par des groupes armés. Le responsable de la POHDH, maître Alermi Pierre Villus, dénonce avec fermeté le gouvernement et ses alliés qui, dit-il, se croient tout permis en manœuvrant pour repousser les élections dans le but de prolonger leur mandat. Le défenseur des droits humains critique également le comportement du chef du gouvernement qui tenterait d'imposer son agenda au CEP
et met en garde ses membres contre toute tentative de compromettre l'indépendance de cette institution consacrée par la Constitution de 1987 amendée. Suivez ce compte-rendu signé Gerd Bijan. L'effondrement accéléré des institutions publiques, le pillage des maigres ressources du Trésor, la hausse systématique des prix des produits de première nécessité, la POHDH constate un état de faillite. Alermi Pierre Villus, responsable de l'organisation, critique le comportement du gouvernement qui, après avoir promis des élections pour rétablir l'ordre institutionnel, semble désormais retarder le processus. Nous avons constaté, plus parce que 2 mois après, le gouvernement plus a fait tergiversation, l'a semé confusion, incertitude sur question élection par rapport à l'agissement. Même pouvoir ça, non même pas yo gagné, que yo dit qui c'est cadre que yo gagné pour gouverner le pays, la donne, yo prévoit mise en place un comité de suivi qui t'a gagné seulement droit de regard sur le gouvernement. Jusqu'à présent, le comité de suivi n'a pas mis en place. Le chef du gouvernement fait preuve d'une absence manifeste de volonté, avance-t-il. Jocelyne Cola, représentante de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix, CEJILAP, s'oppose quant à elle au retour du projet de référendum constitutionnel, alors que celui-ci avait été initialement écarté par le Conseil présidentiel de transition. Et dans ce sens, nous pouvons et question changement constitution avec et sous base consultation populaire, nous pouvons pas qui pas correct. Parce que vous avez déjà décidé que vous pas dans cause référendum, donc vous n'êtes pas capable de changer parole là sous base consultation populaire, donc pour faire population accepter de changements que nous pas connaît ni pied ni tête dans la constitution pays et nous croit tout si changement yo dans la constitution ta fait tout non gens yo vle faire là encore une fois la illégal et la illégitime. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manœuvre pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, assure la défenseur des droits humains. Édouard Poultre, de l'Ensemble contre la corruption, partage cet avis. Il souligne que le climat sécuritaire reste préoccupant et que la sécurisation du processus électoral n'est toujours pas traitée avec le sérieux nécessaire, appelant ainsi à la prudence. Et finance criminelle là, les contrôler campagne électorale un certain nombre de candidats qui, sans yo pas 10 personnes rien, et puis il prend l'argent criminel, il prend l'argent kidnapping, il prend l'argent que yo ramassé sur route, et puis pour financer campagne électorale un certain nombre de candidats. Ça n'a pas qu'à faire parce que s'il fait comme ça, qui ça peut le passer? Ou un parlement qui sous contrôle gang, ou un sénat qui sous contrôle gang, ou des autorités locales qui sous contrôle gang. Ces représentants d'organisations soulignent que plus de 2 mois après l'installation de gouvernement monocéphale, aucune action concrète n'a été posée pour rétablir la sécurité ou faciliter la tenue des scrutins. Au contraire, ils estiment que les décisions adoptées visent à retarder les élections et à priver la population de son droit de choisir ses dirigeants. L'ancien ministre de la Justice, Luc Mandeville, dresse un constat sévère concernant l'état de l'appareil judiciaire haïtien. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, il a réagi au procès de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui se tient actuellement aux États-Unis, dénonçant une défaillance totale des institutions nationales. Entre l'amertume de voir un crime souverain jugé à l'étranger et la crainte que ce verdict reste sans écho en Haïti, l'ancien ministre appelle à une prise de conscience afin d'éviter que l'impunité ne devienne la norme. Et seul regret, c'est que une justice qui pratiquement dit presque mourir, si vous voulez. Le cas des crimes, c'est en Haïti le fait, et puis ouais, pour ça fait à l'étranger.
naturellement, ça explique des défaillances système de justice là, qui fait que dans la situation ça, au moins t'as deux qu'on vérité autour de question ça. Un président saute l'élection, il fait 22 mois pour faire campagne, et bizarrement, on va être drôle qui passe à Haïti, hein, et il a assassiné le président. Et jusqu'à présent, bah, elle a beaucoup trop clair. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont été condamnées, mais ce n'est pas suffisant. Satisfaction, c'est si c'est la justice haïtienne qui t'épingle les gens. Et tu as un procès équitable qui vous fait pour clair sur ce qui passe. Sinon, bah, ça va reproduire encore. Moi, je pense que c'est un exemple qui t'a dû tracer la question. Ça. Ou une justice qui n'a pas fonctionné, qui est dysfonctionnelle, tout le monde c'est d'eau, et pays a fait ça dans le pays. Et ses conséquences, impunité dans le pays. Parce que si vous avez une justice qui a fonctionné, les gens qui étaient assassin, présumé assassin, ancien président Jovenel Moïse, tu as réfléchi quand même. Et c'est parce que vous connaissez, une fois au fait, la passé comme de l'État à la poste. Et c'est ça qui fait, vous expliquer que planifier, et puis vous fait assassinat aussi crapuleux, la caille président, comme un décapité président, son bagage archi grave, ça me regarde la vidéo. Donc, vraiment, moi-même, je pensais que autant de fois, problème impunité, ça va résoudre le pays. Ou pas une justice forte, une justice équilibrée, là, difficile pour nous sortir. Parce que ou pas capable, base développement, démocratie au pays, c'est justice pays. En justice là, on est capable de dire son tout, ou pas capable de sortir pays. Si le problème justice va résoudre, si ne va résoudre le problème impunité d'Haïti. La structure politique dénommée Rentrée d'Haïti exige du gouvernement le respect de l'accord du 20 janvier 2025 conclu entre les membres du secteur et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. L'ajustement de la carte de débit, de meilleures conditions de travail, entre autres, figure parmi les points évoqués dans le document selon les syndicalistes. Des membres de cette formation syndicale soulignent que de nouveaux enseignants refusent de retourner dans les salles de classe en raison du non-respect de cet accord. Conscients de cette situation qui perdure depuis plus d'1 an, ils demandent au gouvernement de prendre des dispositions afin d'y remédier. Écoutons les propos des membres du syndicat. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ensemble avec ancien locataire éducation nationale là, monsieur Antoine Augustin, qui réuni avec un ensemble syndicat et regroupement syndicat suite à une grosse bataille que Coplasec te mené, te obligé un accord signé et accord ça te gagné un ensemble printemps court. Nommer tout enseignant qui dans salle classe depuis une bonne année qui pas jamais gagné le travail dans main yo. Payer arrière salaire à tout le monde. Alignement salaire tout le monde fini à causer employé Port-au-Prince et employé en dehors. Jean ça dit dans l'article 102 Convention Organisation internationale travail. Ajuster salaire tout travailleur qui dans l'état par rapport à coût la vie, particulièrement moun qui dans système éducatif là. Bay yon carte débit à tout moun qui travaille dans le système éducatif là qui doit passer de 15 000 gouttes journée jeudi à 30 000 gouttes minimum. C'est avec un pile désolation et indignation, retraite constatée que malgré l'argent à gagoté dans le pouvoir de transition si là, aucun élément qui n'a accord pas arrivé respecté après plus passé 15 mois depuis signature accord ça. Ça la cause journée jeudi a majorité de Timounio dans la rue, dans tout l'autre département parce que le professeur dit yo pas entrer dans la salle tout autant yo pas gain lettre nomination dans main yo. Pour refermer la page nationale de Metro News, dossier TPS aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté par 219 voix contre 209 une motion ouvrant la voie à l'examen d'un projet de loi visant à prolonger jusqu'en 2029 le statut de protection temporaire pour plus de 350 000 Haïtiens. Un vote final est attendu le 16 avril.
Le texte devra encore être approuvé par le Sénat et surmonter un éventuel veto présidentiel pour entrer en vigueur. Nous recevons le journaliste Emmanuel Paul, responsable de Caribbean Television Network, pour plus de précisions. Monsieur Emmanuel Paul, bonsoir. Merci pour disponibilité à Metro News à Soya. Et bonsoir, c'est moi-même qui pourrais remercier vous pour la possibilité ça que vous avez pour être capable de quelques explications sur le vote qui fait aujourd'hui dans le Congrès américain. Justement, Chambre des représentants des États-Unis voté favorablement pour un projet de loi qui fait dans l'idée pour prolonger de 3 ans TPS pour près de 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Qui ça veut dire concrètement, Monsieur Paul? En fait, le vote qui fait aujourd'hui, c'est un vote procédural. Ça veut dire sous les termes et conditions pour être capable de faire un vote final demain. C'était une pétition qui était introduite depuis l'année dernière. Son député de New York, qui est Laura Glenn, dans la 4e circonscription, il a introduit une pétition ça pour demander un statut de protection temporaire pour Haïtiens parce qu'elle connaît Donald Trump, donc président américain, après et retirer et TPS pour Haïti. Malheureusement, pétition pas récolté quantité de signatures, il était supposé récolter, donc conseil a été fait retrait pétition ça. Eh bien, et ça a gagné environ 2 mois. Et député Massachusetts dans la 7e circonscription, Ayanna Pressley, il était réintroduit pétition et pétition a été récolté 218 signatures qui sont nécessaires pour être capable d'aller dans un vote dans l'Assemblée totale. Donc, pour qui ça a été besoin d'introduire pétition, c'est parce que le président de la Chambre des députés, le Speaker House, Mike Johnson, il n'a pas mis un dossier concernant le vote parce qu'il n'a pas d'intérêt républicain. Mais la loi qui crée le Congrès a possibilité, n'importe pétition qui atteint 218 signatures, et Speaker, donc président Chamnan, il est obligé de mettre en discussion, il est obligé par son vote sur les. Donc, la pétition a gagné 218 signatures, ça a gagné quelques semaines. Jeudi, il a récolté 219 signatures non vote procédural et demain jeudi, pour gagner un vote final qu'a fait. C'est espérer que même quantité de députés qui votent pour les jeudi, ils même le voter demain, mais pas aucune obligation pour voter dans le même sens là. Donc, nous capables, qui ça ici, capables d'attendre justement par rapport avec vote final ça, par rapport à tendance là déjà. Après vote demain, si tendance là est confirmée, c'est-à-dire Jean vote là passer jeudi, c'est qu'on ça le passer demain. Et pétition, il peut aller, alors pas pour pétition, quoi, c'est comme une proposition, un projet de loi, il peut aller jouer un sénateur, et au côté il a besoin 60 signatures pour les capables d'approuver. Et dans le Congrès, les démocrates ont gagné 47 sénateurs, alors dans le Sénat, et puis les républicains ont gagné 53. Donc si il y a 13 députés, 13 sénateurs républicains qui ont même à joindre toutes 47 et démocrates ont voté et laissé la pétition ça libéral jeune et président de la République qui est même doué et signé et publié donc qui vient tout non loi sur l'immigration pour haïtiens exclusivement donc c'est pour des immigrants haïtiens et laisser haïtiens pour gagner un statut de protection temporaire pour une période de 3 ans qui est capable de finir 20 avril 2029. Maintenant, par rapport avec position que nous connaissons que le président américain Donald Trump gagnait, sous question, est-ce que pas gagné un risque de veto présidentiel qui t'a posé pour faire que loi ça n'est pas passé? Bon, et président toujours gagne droit de veto sur toute loi. Maintenant, il y a toujours un risque, quelle que soit la loi qui vote, que le président lui mette veto sur lui. Mais le fait que c'est une initiative bipartisane, c'est-à-dire qui gagne démocrate avec républicain là-dedans, et moi penser, s'il est arrivé à joindre tout vote, ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des députés, c'est possible que les sénateurs, les députés, avant de voter, ils soient capables de parler avec Maison Blanche pour dire, s'il vous plaît, on passe sous ça et publier, d'autant plus que pétition, ce n'est pas un bagage qui passe souvent, il est très rare. Dans 40 ans, depuis 1986,
pour arriver jeudi, il y a 15 pétitions qui sont adoptées dans le Congrès américain. C'est la première pétition dans toute l'histoire congréenne qui est sur l'immigration qui passait. Et année ça, c'est 5 pétitions qui arrivaient dans le niveau ça, et ces pétitions ça seulement qui atteignent comme si et tout niveau ça. Donc, il y a une pile raison pour nous croire, si l'État passé, le président n'a pas utilisé donc droit de veto. Maintenant, Jean se dit déjà, le président a un droit de veto, il est capable de toujours utiliser veto, mais pas oublier, et pétition, ce n'est pas seulement un avantage haïtien, TPS là. Au saut dit 350, c'est ça, le gouvernement répété, mais dernière audition que tu as gagnée dans le tribunal première instance dans Washington, juge Anna Reyes te dit qu'il a comptabilisé 564 000 haïtiens qui gagnent TPS. Pour qui ça a une grosse différence, c'est parce que gagnent un bon 250 000 personnes ou plus, qui ont même administration qui ne pas reconnaître comme TPS parce que c'est dans le programme Biden qui est venu et on connaît le président Trump qui a gagné une sorte de animosité, je suis capable de dire, si nous ne faisons pas un plus bon mot, et pour les gens qui viennent dans le programme Biden, pour les Haïtiens, donc, et généralement, donc l'administration n'a pas compté les gens qui viennent dans le programme Biden qui gagnent un TPS. C'est ça qui fait, chiffre ça, les 350, mais en réalité, gagné 364 000 personnes qui ont même gagné ou bien éligibles pour gagner un TPS. Dans le secteur santé, c'est-à-dire les gens qui ont soins et probablement à senior citizen, donc citoyens en âge avancé, sous chaque 5 employés qui gagnent dans toute l'Amérique, dans le secteur ça, il y en a là-dedans, c'est haïtiens qui gagnent TPS. Donc c'est-à-dire que c'est mon qui a travaillé presque exclusif. Presque exclusivement dans le domaine ça. Donc, si pour tout le monde ça a perdu possibilité pour travailler, il y a un secteur qui est presque paralysé, non seulement l'économie prend pile coup, mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans support et immigrants, sans support haïtien qui travaillent dans le domaine santé. Alors, M. Paul, ou ces journalistes aux États-Unis qui ont communauté haïtienne, diaspora haïtienne, qui ont recevoir un tel projet, une telle initiative? Et tu as gagné en pile manifestation de joie. Alors, ce n'est pas un monde qui sortit dans la rue et tant que nous manifester ici. Et gagné en pile organisation qui a défendu les droits immigrants qui ont même fait des rencontres. Il faut que moi dise au dossier TPS ça, li mettait en anxiété pour presque tout le monde haïtien qui est ici. Quand tu as un TPS, que tu as une résidence, ou au courant d'un monde qui est très proche, qui c'est TPS là le gagnant, moi connais plusieurs monde qui a travaillé dans l'hôpital dans plus haut niveau, des médecins et infirmières. Monde ça c'est presque chaque semaine l'administration qu'on a renouveler 4 travail par semaine. Autant de yo pour aller dans les ressources humaines pour renouveler 4 travail et gagner des monde ça si yo pas venir travailler un jour et travail là a un gros problème parce que gagner des monde c'est sous yo j'aime dire là yo compter. Donc, c'est un gros soulagement pour les Haïtiens qui ont même vécu ici. Presque chaque côté, ou passé dans chaque zone, c'est dossier ça qui a parlé. Donc, des gens qui ont même espéré qu'on bagaille qui fait, soit dans le niveau de la Cour suprême, puisqu'on connaît une audition qui peut le faire dans le mois ça à Washington tout. Dans la Cour suprême, il y a une décision qui va venir, c'est en fin juin ou bien début juillet. Donc, ou bien dans le niveau congrès, à tout le coup, Haïtiens, donc, ils ont espéré et ils ont pensé gagner une possibilité pour nous être capables de gagner un TPS. C'est un pari, et moi, je suis capable de risquer, considérer que le Congrès a tous les deux chambres et républicains contrôlés, et la Cour suprême, les républicains ont une super majorité de 6 juges sous 3 pour démocrates. Alors, il n'y a pas de démocrates et républicains, c'est conservateurs et libéraux. Donc, il y a un peu de monde qui a kembe sous fio parce que yo pas connaît qui ça cap venir, qui ça cap fait et même les otages 13 sénateurs qui signent, j'en se dit donc est-ce que le président donc les mêmes il va pas le faire et mettre veto. Donc c'est chaque jour gagner des mouvements qui fait, des monde qui relé et parlementaires dans zone pa yo pour demander surtout les républicains pour demander s'il vous plaît, fait une intervention de telle sorte que les monde qui là yo pas perdu
statut protection temporaire parce que n'est pas possible pour 350 si on suit sous un gouvernement alors pendant qu'on sous branche gouvernement ou bien 564 000 monde tourné en Haïti dans conditions et situations donc les mêmes liées sans offenser des gens qui ont même héros qui vivent en Haïti ou même camarades qui vivent mais le fait qu'il y a une déportation massive, c'est-à-dire on a tourné par milliers, ça n'a pas un problème, augmenter le problème sécuritaire, créer un autre problème économique, donc et son situation à Haïti pour qu'on prêt pour accepter, pour qu'on parle pour le cas recevoir Mounsayo. Justement. Monsieur Emmanuel Paul, merci en pile pour précision ça au côté pour nous à Soya dans Metro News. Merci en pile. Merci beaucoup. Voilà les détails du journaliste Emmanuel Paul qui réside aux États-Unis concernant ce vote favorable de la Chambre des représentants concernant le dossier du TPS. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News, le rappel des principaux titres à la une. Le bilan des victimes s'alourdit à Seguin. Selon le maire de la commune, 9 personnes ont été tuées lors de la dernière attaque des bandits. Parallèlement, la PNH annonce avoir repris le contrôle du sous-commissariat de la zone qui avait été la cible des membres du gang Vivre Ensemble. Des organisations de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme concernant la crise sécuritaire et politique qui ne cesse de s'aggraver. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains POHDH accuse le gouvernement de dérive autoritaire et de manœuvres visant à retarder les élections. Se dirige-t-on vers une prolongation du TPS pour les Haïtiens aux États-Unis? La Chambre des représentants donne son feu vert à l'examen de projet de loi par 219 voix contre 209, mais plusieurs étapes restent à franchir. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.